Oui, on nous fait signe que M. Lumac est avec nous, Jackie Lumac, recteur de l'université Quisqueya. Comment ça va, M. Lumac? Bon, question risquée pour les Haïtiens, mais disons que nous là, Nous là, Napekembe, Piti Piti. c'est ça. Alors donc, on revient donc à la deuxième partie parce que je m'étais promis d'avoir une deuxième partie d'une conversation. La première qui était très intéressante avec le recteur de l'université Quisqueya, Jackie Lumac. Et on y est, Monsieur Lumac, et on parle toujours d'intervention de la communauté des Haïtiens de la diaspora en Haïti pour le développement. Et puis ma première question, je viens de voir là justement dans une dépêche un pays comme même le Zimbabwe qui connaît une sécheresse et qui fait un appel à l'aide internationale de manière autonome, hein, un appel à l'aide internationale de manière autonome. Alors que notre pays, Haïti, quand il y a des situations comme ça, mais c'est l'ensemble des instances de l'ONU qui font appel à aider Haïti parce que les Haïtiens, jusqu'au moment où on se parle, ne sont pas dignes de gérer leur pays sur ce plan-là, tellement c'est un pays corrompu, monsieur le recteur. Alors, quand on parle de développement, est-ce qu'il ne faut pas voir d'abord les questions de bonne gouvernance et la question de la corruption aussi? Bon, c'est vrai, monsieur, que la corruption est un problème pour Haïti. Je ne vais pas le cacher. Et les faits sont là, les données parlent d'elles-mêmes. Par exemple, si je fais référence à l'indice de perception de la corruption de Transparency International, en 2022, Haïti était classé, si je me rappelle, 171e sur 180 pays, dans l'échelle des pays les plus corrompus, avec un score seulement de 17%. Hmm. Et ça, c'est déjà une aggravation par rapport à l'année 2021, où on était classé 164e avec un score de 20%. Hmm. C'est vrai. La corruption, c'est un phénomène important qui gangrène l'économie. C'est un facteur de blocage. Elle décourage l'investisseur, qui est toujours sollicité pour payer des pots de vin à droite à gauche. Elle augmente les coûts de transaction pour les investisseurs et les agents économiques en général. Et aussi, surtout, elle accroît l'incertitude pour l'investisseur, qui a besoin d'avoir une horizon très claire pour prédire. Donc c'est vrai. Mais savez-vous, monsieur, que ce n'est pas la corruption le facteur le plus aggravant? Non? Et les USA sont très corrompus. Il y a beaucoup de corruption au sein des agences des Nations Unies. La République dominicaine est peut-être de loin, mais de très loin, beaucoup plus corrompue qu'Haïti. Ce que j'ai dit souvent, j'ai dit en Haïti, il n'y a pas de corruption, il y a du vol de grand chemin. Parce que la corruption exige quand même une machine sophistiquée pour pouvoir occulter les mauvaises actions, travailler sur les données, les cacher, être secret. Ici, rien ne se fait à l'ombre. Tout est aux yeux, au vu et au sud de tout le monde. C'est pour ça que je dis, c'est pas vraiment de la corruption, c'est du vol de grand chemin, ça se fait au grand jour. Le vrai problème d'Haïti, c'est l'impunité. Hmm. C'est le plus grand mal de ce pays. C'est que la personne qui s'est rendue coupable de corruption, au vu et au sud de tout le monde, peut aller tranquillement jouir de ses avoirs mal acquis. Hein? Et aller avec arrogance ses richesses. Hein? Yeah. Et personne ne va lui demander des comptes. Ah, mais voilà. Voilà, ça n'émeut personne. Et le jour où j'ai entendu pour la première fois qu'on a posé la question où est passé l'argent de Petro-Caribé, je me suis dit, ah, mon pays va changer enfin. Mais personne ne s'en offusque que quelqu'un vole l'État. C'est comme ça. Eh bien, savez-vous quelle était la réponse d'un ancien président? Hmm. L'argent de Petro-Caribé, il est là au Marriott, il est là à Digicel, il est là dans tel hôtel, je l'ai investi. Et alors, vous n'êtes pas content? Mais, et rien ne lui arrive. Okay? Alors, c'est pour ça que c'est tout le système judiciaire qui est en cause et c'est l'ennemi le plus féroce. hmm. Alors, monsieur... La justice oui. en Haïti est un bien marchand. Oui. Il est de plus offrant. Le droit du citoyen est monnayé.
mais il l'argent, mais il justice. Cela crée une certitude insupportable pour l'argent qui veut investir. Mais c'est important, là, ce que vous venez de dire, mesure l'argent, mesure justice. Mais est-ce que ce développement-là ne doit pas prendre en considération la capacité? Est-ce qu'on ne doit pas mesurer le niveau de développement par rapport à nos capacités intrinsèques? Autrement dit, ce juge-là qui va vendre la justice au plus offrant, mais lui, il est payé 3 gourdes et demi par mois et parfois, pas toujours par mois, mais c'est souvent parfois. Est-ce que on peut demander à quelqu'un qui est payé en dessous de ses capacités d'être encore vertueux? D'abord, il faut qu'on arrête de voir la fonction publique en Haïti comme un centre d'accueil pour les militants. Les militants qui se sont battus et auxquels il faut donner des récompenses en leur donnant un emploi pour lequel il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, plus de 65% des emplois occupés le sont par des gens non qualifiés pour le poste et qui n'apportent aucune valeur ajoutée à leur fonction. Ils sont là, ils ne font rien. C'est la raison pour laquelle l'État, aujourd'hui, ne peut plus donner de service à la population et qu'il faut toujours un monde part, quelque part, ou une commission spéciale pour avoir accès à quels que soient les services de base, et même chez les juges. Alors, sans que l'on se rende compte, la plupart des services publics, y compris la justice, sont en train d'être privatisés. Ils ne sont pas privatisés au sens normal que les actifs ont été acquis par des capitaux privés. Les services publics sont captifs déjà. Ils sont captifs, sont pris en captivité par les employés de l'État eux-mêmes qui exigent de l'usager une rémunération additionnelle, une commission pour le service auquel le citoyen a droit. Donc l'argent qui est destiné au trésor public ne va pas au trésor, il va entre les mains des particuliers. Le service public est une notion aujourd'hui en voie de disparition. Si vous ne payez pas, si vous n'avez pas un sponsor, un ami qui est sur votre dossier, vous n'avez pas accès au service, point barre. Et le jeu de cette situation, je pense que l'État doit faire un saut qualitatif pour revaloriser ses fonctionnaires, leur donner un traitement digne. Un juge ne peut pas être soumis à des tiraillements mensuels pour satisfaire ses besoins de base, c'est que la nourriture, les soins de santé, le logement. Non. Le pays est pour observer, mais le pays gaspille aussi beaucoup d'argent. D'abord, dans la corruption. Et l'argent qui ne va pas là où il doit aller, mais aussi il faut éviter les détournements de fonds, le gaspillage, les fausses factures, les entreprises zombies qui fournissent des services zombies à l'État. Il faut stopper les employés zombies. Il y a peut-être un tiers des employés d'État qui sont sous le payroll et qui ne se présentent pas à leur emploi et qui continuent à recevoir leur chèque. Mais il faut aussi mettre fin au gaspillage aux dépenses inutiles. Et ça, le vrai travail à faire. Il y a une réingénierie fondamentale à faire dans l'État pour que les gens qui travaillent dans l'État le soient au titre de leurs compétences, aussi de leur probité, et que leurs performances soient mesurées, évaluées et sanctionnées. L'État ne donne pas le signal qu'il faut dans la société. Comme le poisson pourrit par la tête, c'est tout le reste du corps qui va se décomposer. Monsieur Lumarque, est-ce que, supposons qu'on réussisse à juguler cet aspect-là de la question, les questions de Mounpa, Zamitaï, militants et tout ça, est-ce que l'État aurait les moyens, on arrête le gaspillage, aurait les moyens de payer à leur juste valeur les fonctionnaires, les juges, entre autres, pour refonder la justice haïtienne et partir du bon pied, quoi, selon vous? Bon, comme je vous dis, il y a beaucoup de gaspillage dans l'argent d'État, les mauvaises allocations. Et il faut aussi arrêter l'idée, l'opinion répandue et pénalise dans la société que quelqu'un qui rentre en politique pauvre, il était un marchand de papada, puis subitement il devient député sénateur, et puis il a plusieurs résidences à Miami et à Saint-République dominicaine, il a une sorte de véhicule. Non, on ne rentre pas en politique pour faire de l'argent, on ne rentre pas en politique pour devenir riche. Il faut casser cette dynamique et un élément qui devient un élément de la culture ordinaire, où le gars qui était pauvre, c'est professeur d'école, simple marchand, et puis il est en politique, l'année suivante il devient riche. Non, il faut que quelqu'un lui demande des comptes et qu'il soit en situation de restituer cette richesse mal acquise. Ça, il faut. Mais aussi l'État gaspille, aussi pas seulement dans des subventions, dans des dépenses mal allouées,
Et il y a, par exemple, un dispositif d'incitation à l'investissement et qui permet à l'entreprise privilégiée de ne pas payer ses droits de douane. Il est exonéré d'impôts sur lui pendant 20 ans. Et après 20 ans, qu'est-ce qui arrive? La même entreprise qui a joué de ces avantages-là change de nom avec les mêmes actifs, recommence à zéro. Et tout ça, ça appauvrit l'État. Donc il faut vraiment une réforme fondamentale de l'État, ou un État qui est servi par les gens qui sont des patriotes, qui sont compétents, qui ont le sens de l'intérêt général et qui donnent le signal que l'État est en train de réguler l'économie pour permettre aux investisseurs de faire de l'argent. Et d'avoir un nouveau rapport avec Haïti, ce n'est pas seulement un rapport de fonds de donateurs. Le don n'a jamais enrichi aucun pays. Aucun pays ne s'est jamais développé sur la base du don, mais sur la base de l'investissement. Ça veut dire ça veut dire que le problème est dans la structure profonde du pays. Je vous donne un exemple que vous connaissez certainement là. Vous bâtissez un château sur votre terrain. Pour ne pas payer de taxes, il suffit tout simplement de ne pas mettre la peinture sur la bâtisse et puis vous ne payez pas de taxes. Oui. Eh bien, ce qui est pire, c'est que n'importe qui peut venir prendre possession de votre terrain et vous mettre en situation d'aller faire la démonstration que vous êtes le propriétaire. Parce qu'il y a des possessions fautives ici. Moi, je me suis battu pendant 20 ans à récupérer des hectares de terre de l'université parce que des brigands se sont accaparés et m'ont mis sur la défensive en situation de défendre mon droit. Et ça, il y a tout un arsenal avec un réseau de juges de paix, d'arpenteurs, d'avocats qui ont monté une machine infernale pour déposséder les gens de leurs biens. Et c'est ça qui augmente l'incertitude pour l'investisseur. D'abord pour la diaspora. Quand vous avez un bien, vous n'êtes pas sûr de pouvoir conserver votre bien. On peut vous déposséder légalement en plus. Ouais. C'est pas de la loi de la justice que vous êtes dépossédé. À ce moment-là, vous n'avez aucun recours. Maintenant, si on parle de la diaspora, comment effectivement garantir l'investissement de la diaspora dans ce pays qui baigne dans la corruption? Comment? Bon, et je pense qu'il y a un devoir de maison qui doit être fait par les Haïtiens eux-mêmes, par l'État. Et moi, j'ai appris un travail pour l'État et aussi dans l'État. Au sein de l'État haïtien, il y a une culture de suspicion vis-à-vis du secteur privé, des investisseurs. Et les fonctionnaires ont une sorte de haine pour la richesse. Si vous êtes un investisseur, c'est que vous êtes un voleur. Si vous n'êtes pas encore, c'est que vous allez le devenir, un voleur potentiel. Donc on vous met déjà des bâtons dans les roues, ne serait-ce que dans l'analyse du dossier qui doit approuver votre investissement. Donc il faut changer cette culture radicale d'un État contre l'investisseur, un État qui apprend à réguler pour que l'investisseur étranger puisse investir et créer de la richesse. Ce n'est pas l'État qui crée de la richesse. L'État peut, à travers des dépenses publiques, faire un choix de dépenses qui incitent au développement, qui ajoute un dividende à la croissance. Mais fondamentalement, l'État doit réguler dans la perspective de rendre le pays attractif pour l'investissement étranger. D'abord, l'investissement haïtien. Pourquoi est-ce que vous savez que la plupart des investisseurs haïtiens investissent de l'autre côté de la frontière dominicaine? Ils sont une bonne douzaine de millionnaires ou de multimillionnaires haïtiens qui ont leur business à se nommer, qui produisent là-bas et qui exportent en Haïti. Pourquoi est-ce que Haïti devrait être un terrain favorable d'accueil pour ces investissements? Donc, il faut créer un climat. Et le climat, c'est d'abord de bonnes lois qui donnent un cadre incitatif pour l'investissement étranger. C'est d'abord le respect de la propriété privée. C'est d'abord le respect du droit de l'investisseur. C'est d'abord vraiment le renoncement à cette culture de haine contre celui qui fait de l'argent. Celui qui fait de l'argent n'est pas forcément un voleur. Il faut en même temps qu'on crée des mécanismes d'incitation pour des pays attractifs pour les investisseurs. Mais il faut en même temps mettre dans la balance aussi les sanctions. Monsieur Lumarque, est-ce que ce à quoi on assiste actuellement, même si on ne parle plus de Petro-Caribé, mais on sait c'est encore là, et sitôt les choses changer, on va voir, effectivement, ça va reprendre. Est-ce que
d'après vous, ce sursaut d'orgueil de la part des Haïtiens à réclamer justice pour ces dégâts-là qui ont été faits dans l'administration publique, est-ce que c'est un début de quelque chose, à savoir que dans quelques années, on n'oubliera pas ça et on recommencera comme avant? Ça veut dire celui qui vient maintenant au gouvernement peut continuer à dilapider des fonds, etc., etc. Je crois que l'ampleur du dossier de Pétro-Caribé, le fait que des fonctionnaires de l'État, des dirigeants, se soient en si peu de temps accaparés de l'équivalent de 2 milliards de dollars, vraiment, et ça crée une note de choc dans la société. Il y a une prise de conscience de la population, dans le milieu de la jeunesse, et même parmi les plus pauvres. C'est un dossier qui ne sera jamais oublié. C'est vrai que beaucoup d'acteurs sur la scène se sont rendus complices de ce grand vol de grand chemin, et que pour cette raison, ils vont s'accouder les uns aux autres. Et il y a un mécanisme de protection réciproque qui s'exerce, parce qu'ils sont encore présents sur la scène par alliés interposés. Mais la demande est trop forte dans la société pour que ce dossier soit oublié. Le moment venu, à la première occasion, il va y avoir encore un sursaut dans la société où les dossiers qui existent déjà, qui font la preuve de tout ce brigandage, soient remis sur la table et que la justice soit mise en demeure de faire son travail. Et donc, parallèlement, ça prend aussi des hommes compétents dans la politique. C'est vrai, nous avons, depuis quelque temps, abandonné la scène politique, la scène politique a longtemps gardé à distance tous les élections. Il y a beaucoup de patriotes dans le pays, il y a beaucoup de professionnels compétents qui sont impatients de servir le pays. Donc on leur fait croire que la politique est sale, que c'est une affaire de vagabonds, de malfrats. Mais cela rend service aux occupants de la scène, qui sont déjà notoirement connus pour leur incompétence et les malhonnêtetés, et ça les arrange que les gens aient des pressions dehors de la scène. Maintenant, il faut que de nouvelles figures, et des jeunes diplômés qui possèdent un master, un doctorat, puissent s'intéresser à la politique, puissent s'intéresser à la fonction publique, faire carrière dans l'État, sans être obsédés par ces innombrables emplois d'ONG qui les font tourner en rond dans des emplois, dans des activités sans aucun dividende pour le développement. Et en ce sens, la diaspora a un rôle à jouer. Parce que vous avez vécu dans des pays où la règle du droit fonctionne, où le respect des normes existe. Ça vous a, en quelque sorte, donné un pattern de comportement, des réflexes de comportement qui sont facilement transférables une fois que vous êtes dans le milieu haïtien. Vous avez tendance à respecter le droit. Vous avez tendance à respecter votre parole. Vous avez tendance à exiger que justice soit faite pour les méfaits qui sont posés autour de vous. Et tout ça, c'est des transferts de comportements qui vont être diffusés dans la société et créer une chaîne, en quelque sorte, beaucoup plus exigeante vis-à-vis des mauvais comportements de l'État. Jackie Lumarque. Ce n'est pas seulement dans l'argent, mais c'est aussi dans le transfert de compétences et le transfert de valeurs et de comportements par rapport à ce que le citoyen doit camper comme exigence vis-à-vis de l'État. Il nous reste 1 minute, Jackie Lumarque. Vous dites tout ça, pas seulement parce que la jeunesse doit travailler aussi avec la sagesse. Vous, est-ce que vous êtes prêt à vous lancer, professeur? Bon, c'est une question ouverte pour tous les citoyens. Vous savez, je ne me cache pas, j'ai été candidat en 2015. On ne m'a pas laissé même participer à la course parce qu'on trouvait que ce n'était pas la place pour un électeur d'université, ce n'est pas notre rôle. Et, bon, c'est une question ouverte, pas seulement pour moi, pour tous les gens qualifiés, intègres, honnêtes, qui sont aussi dans la diaspora. Naturellement, je ne pose pas la question à tout le monde, je pose la question à Jackie Lumarque, s'il est encore prêt, parce que vous êtes une personne honnête, respectée, respectable. Est-ce que vous êtes prêt? Parce que c'est peut-être le moment ou jamais, là. Bon, disons, je suis engagé dans une réflexion de la construction d'une offre politique nouvelle pour Haïti, avec des équipes de jeunes, de moins jeunes, de sages, qui sont prêts à s'engager pour l'Haïti que les Haïtiens méritent d'avoir. Ce pays qui est devant nous n'est pas le nôtre. Ce n'est pas le pays que nous méritons. Ce n'est pas le pays que nos ancêtres sont qualifiés pour nous léguer. Donc il y a un nouveau pays à construire, il y a un nouveau pays qui est à l'horizon, qui est aussi à la portée de la main. Donc il faut des gens qualifiés, compétents, honnêtes, intègres, qui aiment leur pays, qui se dédient à cette tâche et avec l'aide de soutien et l'accompagnement de la diaspora, qui est aussi une force de changement
de propositions, pas seulement de financement pour les Haïtiens. Jackie Lumarque, j'avais dit dernière, mais la toute dernière, là, dites-moi un titre parce que je vais mettre cette entrevue-là sur notre site YouTube. Quel titre que je pourrais donner à cette entrevue-là? Ah ben, un titre frappant quand même. Il y a toujours l'espoir pour Haïti. C'est pas fini. L'histoire n'est pas terminée. Voilà. L'histoire n'est pas terminée pour Haïti. Merci beaucoup, Jackie Lumarque, recteur de l'Université Quisqueya. Je sens qu'on n'a pas fini de se parler, Monsieur Lumarque. À votre service, je vais vous envoyer une vidéo d'une conférence que j'ai faite en Martinique ce week-end qui tourne beaucoup. Ça vous donnera des inspirations pour les thèmes, les thématiques que l'on pourrait développer la prochaine fois. Merci beaucoup. À votre service. Merci. Au revoir. Au revoir.